Bonjour à tous, voici le deuxième numéro de Bug, le podcast ciné et série télé qui essaie de vous accompagner dans vos choix et dans vos sélections de films. Alors nous sommes toujours accompagnés de Seb, salut Seb. Salut. Et de Bastien, salut Bastien. Salut. Ça va les gars? Ça va. Ça va. Bon bah très bien. On va essayer d'aller beaucoup plus vite que la première fois. On va essayer de perdre moins de temps. Donc là déjà j'en perds en vous disant ça, mais c'est pas très grave. Donc on va aujourd'hui vous parler du dernier Mel Gibson qui s'intitule en français Tu ne tueras point, c'est ça? Et ensuite on va vous parler un petit peu des remakes et des reboots de séries télé qui sont en train de pulluler sur nos écrans. Et bah c'est parti les garçons, on fait tout de suite la première partie avec donc le Mel Gibson Tu ne tueras point, et c'est Seb qui va nous en parler en priorité. C'est parti, on fait un petit jingle à la bouche. C'est la chronique de Seb, c'est super, c'est la chronique de Seb. Et voilà, c'est parti. Merci. Donc Hacksaw Ridge en VO, on reviendra sur le titre français plus tard. Donc dernier Mel Gibson qu'on a attendu pendant 10 ans suite à quelques petits démêlés, on va appeler ça des dérapages, hein. Donc il a été un peu mitricard et on a attendu très très longtemps un nouveau film. On attendait un film de Viking avec Leonardo DiCaprio qui est tombé complètement à l'eau. À la place il nous donne un film de guerre. Alors est-ce que c'est bien? On va voir ça tout de suite. En tout cas après... Vas-y, excuse-moi, vas-y. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, je me suis dit, putain, c'est quand même un peu couillon. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Desmond Doss, ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, qui, de par ses croyances en Dieu et compagnie, refuse catégoriquement de tenir une arme, mais va quand même aller à la guerre. Donc là, je me dis, c'est un peu con. Oui. Puis j'apprends que c'est une histoire vraie, et je me dis, bah en fait, c'est toujours un petit peu con. Et donc... faut savoir que donc, je suis pas un fan de films de guerre et je suis encore moins fan du délire religieux de Gibson et du délire religieux en général. Donc on n'a pas trop de choses pour me plaire. Pour faire un point de comparaison, par exemple, j'adore Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, mais je ne sais pas si j'aime le film parce que j'aime Spielberg ou si j'aime le film parce que j'aime vraiment le film. Après c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, bizarrement qui j'extrapole peut-être, mais je crois que là-dessus on se rejoint assez tous les trois, c'est qu'on est vraiment pas fan de films de guerre à la base, hein. C'est pas notre genre préféré, quoi. Enfin, je crois que je me trompe pas en disant ça, quoi. Oui, c'est ça, quand on débarre un film de guerre, on se dit bah ouais, chouette, je vais regarder un film de guerre, quoi. C'est déjà à la base. Ouais, c'est vrai que regarder la guerre, bon, personnellement, c'est pas ma passion, hein. Il y a des trucs cool comme John Rambo par exemple. Ah, mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu de très très grands films sur la guerre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est pas le genre sur lequel je vais me porter en priorité. Mais revenons à nos moutons. Ouais, donc comme je disais, c'était un peu couillon et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait dedans. Et je lance le film qui fait quand même 2h20 et la première demi-heure, bah c'est complètement ça, quoi. On voit la vie d'un mec un peu gauche qui veut draguer une meuf et qui dit ceinture. Et là tu te dis aïe putain, on est vraiment dans la merde et t'en as un peu rien à foutre de la vie de ce type. Et Bastien, puisque cette émission on l'avait enregistrée, ah bon, comme le nom l'indique, on a eu un bug. Du coup, on doit la réenregistrer. Du coup, on sait un peu ce qu'on va dire. Et Bastien, t'avais fait un très bon comparatif que j'avais beaucoup aimé sur cette première demi-heure. Avec Pearl Harbor de Michael Bay. Exactement, ouais, voilà. C'est exactement le même niveau sans Kate Beckinsale. Donc, vachement moins bien. Et vous êtes en train de me dire qu'on est en train de faire une émission qu'on a déjà faite? On est en train de s'auto-remaker, ouais. Oh putain la vache, très bien. Classe quand même. Ok, bon bah j'espère que Mel Gibson ne nous en tiendra pas compte et que il sera pardonné comme sa religion le veut. Bah, c'est ça. On vient de lui pardonner, donc à mon avis, il est enclin à pardonner les autres. Ouais, j'espère. C'est pas gagné, hein, mais bon. Donc, on a cette première demi-heure qui me fait penser qu'on va se taper 2h30 assez chiante. C'est vraiment ce que je craignais. Puis on arrive justement après cette première demi-heure où Desmond Doss rejoint enfin la guerre. Il arrive dans une sorte de camp d'entraînement où Vince Vaughn est son instructeur ou je sais pas quoi. Et à partir de ce moment-là, cette demi-heure-là me fait penser au maître de guerre de Clint Eastwood, mais sans les punchlines. Ah ouais, ça tu l'avais déjà dit aussi lors de la première, du premier enregistrement. Bien sûr. C'est là que vous voyez que c'est quand même super préparé. Ah, on est cohérent quand même, c'est bien. Ouais.
Donc c'est à partir du moment où t'as un Vince Vaughn absolument irréprochable dans le film. J'avais mentionné sa performance assez catastrophique dans la saison 2, assez catastrophique de True Detective. Ici c'est exactement tout le contraire, il est absolument formidable. Donc à partir de ce moment-ci, puisque tout le monde le rejette un petit peu, le mec qui refuse de tenir un fusil à la guerre, les autres le voient un peu comme le type qui va finalement leur causer des torts, qui va les faire tuer, etc. Donc ils lui en foutent plein la gueule pour qu'il se barre. Et à partir de ce moment-là, ça devient vraiment super intéressant le film, parce qu'on est témoin de la volonté d'un homme qui prendra encore plus d'ampleur dans la deuxième partie du film, dans la deuxième heure, au moment où ils vont justement partir à la guerre. Et à partir de ce moment-là, c'est une putain de boucherie. Et là, tu te rends compte que le titre français « Tu ne tueras point » est extrêmement mal choisi. C'est l'intro du Soldat Ryan pendant 1 heure, c'est juste hallucinant. Et là, franchement, t'as vendu le film, quoi. Je veux dire, quand tu parles de Soldat Ryan pendant plus d'1 heure, moi tout de suite ça me titille, j'ai envie de le voir. Et je trouve même ça encore mieux, puisqu'il y a... je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'intro du Soldat Ryan, c'est quand même assez coup de poing dans la gueule, tu te relèves plus, quoi. Oui, bah moi c'est... Ça servait en général à montrer la puissance de sa barre de son dans sa salle cinéma. Ouais, un top démo, ouais. Voilà, la petite démo. Effectivement. Et là, en plus, t'as beaucoup... t'as une vraie affection pour le personnage que tu viens de voir pendant une demi-heure. Je compte pas la première demi-heure du film parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais tu vois vraiment le mec arriver à faire ce qu'il comptait faire et tu te dis, putain, quand même, j'ai tellement de respect pour lui que ça gagne en termes d'émotion, je trouve. Ça fait beaucoup de bien au film, ça. Et donc... c'est là que tu vois que Gibson est un très très bon réalisateur, parce que je te dis c'est une boucherie, mais c'est pas juste une suite de mise à mort gore, c'est extrême dans sa violence, c'est frontal, ça laisse sans voix, c'est complètement dingue, t'en ressors mais t'arrives plus à marcher droit, quoi. Oui, c'est viscéral, c'est ça, c'est que c'est viscéral, c'est pas du gore pour du gore, il y a quelque chose derrière qui te prend au trip, quoi. Ouais, c'est super bien filmé. T'avais comparé ça encore à 2 autres films, Bastien, que j'avais pas pensé et j'ai trouvé la comparaison absolument formidable. John Rambo déjà, et ouais. Puis l'autre je ne sais plus, mais... C'est Starship Troopers que t'avais mentionné. Starship Troopers, bah oui, il y a vraiment un côté Starship Troopers, je trouve, dans la configuration de la bataille. Pareil, dans mon souvenir, il fallait monter aussi, escalader une espèce de butte comme ça, où l'ennemi aussi ouais, et il montait sur les insectes aussi dans Starship Troopers, c'est ce qui donnait... Et même dans certains plans, tu retrouves cet effet de masse de l'ennemi, si tu veux, où tu as quelques petits soldats qui avancent, puis tu vois l'immensité du danger qui arrive devant toi, et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir, et bah Mel Gibson, il fait ça, et t'as le personnage que tu suis comme ça dans ce milieu vraiment de violence, et comme à chaque fois chez Mel Gibson, moi, du coup, pour avoir vu le film aussi, c'est que j'en ressors complètement surpris. Je m'attendais pas à ça à la base. Apocalypto, à la base, c'est un film sur les Mayas, tout ça. Pareil, c'était pas très vendeur pour moi. Braveheart, pareil, c'est pas le film tout de suite que je me dis ça va être le film super, et quand tu en sors, c'est quelle satisfaction, que c'est un incroyable réalisateur d'action en fait. Les batailles, il les fait comme personne. Ah, il a sa patte, ça c'est sûr qu'il a quelque chose qui le différencie des autres. Il a dans le côté visuel, bon, même si j'ai pas vu le dernier, effectivement, dans Apocalypto déjà c'était un peu prégnant, et dans la Passion du Christ, ça sautait aux yeux, c'est que il a pas peur de mettre les mains dans la merde, quoi. Je veux dire, ces films, ils sentent la sueur. Il y a quelque chose clairement, c'est pas du propre, quoi. C'est peut-être aussi ça qui fait sa personnalité, et qui fait que ces films lui ressemblent énormément. Il met tout ce qu'il a dedans, quoi. Dans Apocalypto, à la fin, on avait souvent comparé ça avec la dernière partie de Predator, pareil, avec ce personnage qui était face à un peu d'ennemis, et puis qui essayait de se dissimuler dans la nature. Ouais, la partie dans la jungle, effectivement. Et il refait un peu ce coup-là dans le dernier, encore, où le personnage essaye de se cacher face à l'ennemi, et c'est encore très prenant. Ouais, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où t'as un type blessé qui est en train d'essayer de sauver, et il y a les Japonais qui sont en train de débarquer, et du coup ils le cachent sous la terre, et tu vois juste l'œil du mec qui tourne, et cette scène-là, elle est très très prenante. Tu te dis putain, ils vont se faire choper, t'as vraiment peur pour eux, quoi. Ouais, donc c'est vrai. Enfin, voilà, c'est au niveau du suspense, il se pose là, quoi.
Alors que du suspense, il n'y en a même pas en fait, puisqu'on sait comment ça finit. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'avant le début du... Ah, quoique, personnellement, je me doute que le mec est toujours vivant, mais voilà, quoi, c'est pas non plus... c'est pas Titanic, quoi. Bah en fait, moi j'avais vu une interview de Gibson où il disait que par rapport toutes les actions extraordinaires qu'avait fait Desmond Doss, il en avait coupé parce qu'il y en a qui sont absentes du film, Ouais. tout simplement parce que ça paraîtrait complètement irréaliste. C'est ça qui est dingue, enfin voilà, c'est vraiment c'est fou que le réel dépasse la fiction comme souvent, quoi. Mais après, c'est vrai que si le début, comme on disait, Seb, n'est pas forcément super original ni prenant, c'est vrai que dans sa deuxième partie, où on retrouve du coup le côté, il disait le maître de guerre, Seb, mais il y a aussi, on peut penser à Full Metal Jacket dans la formation des soldats. Mais c'est pas une partie non plus à négliger. Elle est quand même, ça installe déjà un attachement vis-à-vis du personnage. Du personnage, bien sûr. Moi, à titre personnel, je trouve que la première demi-heure, on s'en tape complètement. C'est vraiment à partir du moment où il arrive dans le camp d'entraînement, là tu as une demi-heure où tu construis le personnage, où tu construis les autres qui vont l'entourer, et tu vois le mec se construire et le respect des autres se construire, etc. Je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça devient intéressant. Bon, par contre, oui, vas-y, Bastien. Si on veut soulever le fameux lièvre dont on n'a pas encore parlé, c'est ce fameux problème de l'imagerie christique j'allais y venir. Du film, qui moi m'a du coup posé problème sur quelques plans. Après, c'est surtout au niveau de la mise en scène de Mel Gibson. Que le personnage soit croyant, ça ne me perturbe pas, mais c'est le fait que Mel Gibson, dans sa réalisation, impose ce point de vue-là, et notamment sur le plan final du film, que je trouve vraiment too much, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est l'aspect too much du truc, quoi. Et alors justement, comme vous en avez parlé le dernier coup dans notre premier enregistrement, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est un plan qui avait déjà, je crois, c'était, alors le titre anglais je me souviens plus, mais en français c'est Horizon lointain, là, le film avec Tom Cruise et Nicole Kidman, par Ron Howard. Et il y a un plan qui est très très similaire. Dès que vous en avez parlé, là, ça m'a fait penser à ça, ou à une espèce de travelling aérien. Où vite fait, je me souviens pas particulièrement du truc, mais je crois qu'il y a un des personnages qui meurt et t'as un travelling aérien pour te signifier que son âme est partie au paradis. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans le cinéma hollywoodien. C'est pas réservé à Gibson, quoi. Donc pour revenir sur Hacksaw Ridge, c'est dans la deuxième heure du film que ça devient vraiment galvanisant, parce que vraiment ça l'est. C'est quand Doss va se mettre à sauver des vies. Le mec, il est blessé, il a froid, il est fatigué, il n'en peut plus. Il est au sol et il dit: Seigneur, aide-moi à en sauver un autre. Là, il se lève, il repart sur le champ de bataille, il prend quelqu'un, il lui sauve la vie, il revient, il le fait descendre, il se blesse encore plus du coup, il est encore plus fatigué, il est à nouveau à terre et il répète cette même phrase: Seigneur, aide-moi à en sauver un autre. Il se relève, il repart, et t'as un montage comme ça où tu le vois sauver plein de vies. C'est absolument hallucinant, vraiment. Et je crois que tu avais même utilisé le... Oui. Il y a quand même eu l'idée du siècle dans le film pour donner envie aux gens de le regarder. Moi, je n'avais jamais vu ça encore dans un film. C'est genre un militaire qui se sert du cadavre, du corps même, parce qu'il n'y a plus de jambes, comme bouclier face à l'adversaire. En fait, il prend le tronc et la tête de l'homme, il s'en sert de bouclier, il avance comme ça. Oui, c'est effectivement, on visualise bien la scène, hein, ça donne. Ça, c'est plus italien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je suis un peu perdu. En fait, on va encore être tout à fait honnête, on vient d'avoir un autre bug à nouveau. Je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé de la conversation. Cette émission est une merde, hein, soyons honnêtes. On aurait vraiment dû prendre un autre titre. Non, on n'a pas de bol. Je disais que cette deuxième heure devient vraiment galvanisante, mais c'est là qu'arrivent les petits défauts. Bastien en parlait sur l'imagerie christique, pardon. C'est que je pense que Gibson est persuadé que Dieu est vraiment intervenu. Je me trompe peut-être, hein, mais moi en tout cas, en tant qu'athéiste complet, je me dois de dire non, mais pas parce que je ne crois pas en Dieu, juste parce que je trouve que ça amoindrit complètement le truc. Est-ce que c'est vraiment moi, je vous dis, j'ai pas vu le film, donc c'est toujours difficile d'en parler, mais est-ce que s'il n'y a pas cette dimension-là, est-ce que le film est aussi galvanisant que ça? Est-ce qu'il y aurait autant d'emphase? C'est ça le truc, ouais. C'est que est-ce que Gibson, justement parce qu'il y croit à fond et qu'il a ce petit côté religieux qui pour lui est indissociable du truc, est-ce que c'est ça qui le rend justement si puissant dans sa démarche, quoi?
Est-ce que s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il perdrait de la puissance dans sa mise en scène? C'est la question qu'on peut se poser, non? Sur la mise en scène peut-être, mais en tout cas pour l'histoire elle-même, pour la manière dont on voit le personnage, perso je trouve que ça amoindrit le truc, parce que ce à quoi on est témoin c'est la volonté d'un homme, c'est le mec qui va se surpasser, qui va devenir un surhomme. Beaucoup de gens parlaient de films de super-héros finalement, et il y a un peu de ça, quoi. C'est le mec qui dépasse ses propres limites, et c'est ça qui fait de lui justement le héros, c'est que il pense pas à sa propre vie, c'est juste je vais aller sauver les autres. Et c'est complètement dingue à regarder. Mais si on prend en compte l'intervention de Dieu, finalement, DOS ne devient rien de plus qu'un vaisseau. Et ça minimise totalement son héroïsme, je trouve. Alors que si tu vois sa volonté, sa force de caractère, bordel, cette séquence, elle est plus que monumentale. Après, je dis pas, si tu crois en Dieu, que tu penses que c'est juste un vaisseau de Dieu, etc., peu importe la manière dont tu vois les choses, ça n'enlève rien à la force de la scène, mais je trouve que ça amoindrit vraiment les événements, en tout cas de manière personnelle pour DOS. Parce que moi, comme j'ai dit, je trouve ça super galvanisant de voir un héros naître comme ça. Et alors, je sais pas si tu as fini de parler de cette partie-là, mais est-ce qu'il y a, enfin, le casting, si je me trompe pas, le rôle principal, c'est interprété par Andrew Garfield, c'est ça? Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve relativement fade quand même comme acteur. Est-ce que c'est pas un des points faibles du film, justement? Est-ce qu'il est bon dans le rôle ou pas? Bah oui, justement, le personnage, il faut qu'il soit fadasse, si tu veux. C'est ce qui est intéressant. C'est d'avoir pris justement un mec pas très charismatique et d'en faire un surhomme. Il joue avec justement le côté fadasse de l'acteur. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment... ok, d'accord. Donc il a été bien casté pour le coup, quoi. Ah, je pense. Bah, ouais, personnellement, je l'ai trouvé très très bon dans le film, mais j'aime plutôt bien Garfield à la base, donc... Ok. Très bien, bah écoutez les garçons, vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur le film? Ouais, vas-y. Deux petits points négatifs que je trouve que je vais donner au film. Bastien en a parlé, c'est ce plan final où t'as DOS qui est descendu parce qu'il est blessé et t'as ce plan qui donne l'impression qu'il est en train de monter au ciel. Dans le contexte des bondieuseries, je trouve ça un peu naze. Sinon, ça reste un beau plan, mais voilà, ça me gêne un peu. Et puis, à la toute fin du film, avant que le générique de fin se lance, t'as un truc totalement inutile, c'est l'interview des protagonistes qui étaient vraiment là, ça fait documentaire et je trouve que, à part commenter ce qu'on vient de voir, c'est absolument pas utile. Ouais, ça j'ai l'impression qu'effectivement ça donne un petit côté pédant au film. Enfin voilà, moi, j'imagine très bien le truc et ça donne un petit côté voilà. Gibson a fait un truc historique, il veut que ça soit montré dans les écoles et compagnie. Et effectivement ça pour le coup c'est le genre de truc comment dire de processus qui ne me plaît pas. Donc effectivement ça doit un peu couper le truc quoi. Bah ça va, tu vois, c'est genre, allez, en dehors de la première demi-heure, ça fait 3-4 minutes. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, ça monte un peu la démarche dans l'ensemble de Gibson, quoi. Mais en résumé, voyez le film quand même. Hein. Oui. Un film, il y en a très peu des aussi bons par ces temps, donc... Et surtout des films de guerre. Oui, aussi. Des films de Mel Gibson, parce que ça faisait quand même 10 ans. 10 ans qu'effectivement il n'en avait pas fait, et peut-être qu'il attendra encore 10 ans avant d'en refaire un, même s'il y a des rumeurs un peu saugrenues qui traînent sur le net en ce moment. Ouais, bah, non, je pense que là il est reparti pour bien relancer sa carrière, donc ça devrait être bon, je pense, j'espère. On l'attend sur Iron Man 4, quoi. Suicide Squad 2 aussi. Il va tout faire. Oh, il va faire tous les films Marvel, ça serait tellement beau. Même faire Batman, ça lui collerait bien de faire un Batman ultra violent. Mais même lui, dans le rôle d'un Batman vieillissant, il serait plutôt pas mal. Hein. Mel Gibson, il serait bien dans tout. Il serait pas mal dans tout, ouais, effectivement. C'est vrai que la question mérite d'être posée. D'ailleurs, il serait bien à la régie de l'émission pour qu'elle puisse coupure. Ah, je suis pas sûr. Voilà. Ça, je suis pas sûr. Il nous mettrait des cloches qui sonneraient les 12 coups de midi toutes les 5 minutes. Se fait sonner l'Angélus, il dirait, je pense. Avec un cameo de Jean-Luc Reichmann. Voilà, exactement. Petit clin d'œil à la belle patrie. Bon, bah, on va passer au sujet suivant, les garçons, vous êtes d'accord? Oui. Alors c'est parti. Je sais pas, peut-être. Bon, d'accord, très bien. Donc allez, on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet. Et donc là, aujourd'hui, on s'attarde sur les reboots et les remakes des séries télé qui, comme je l'ai dit en intro, pullulent en ce moment sur nos écrans. Et je crois qu'on va s'en manger pendant quelques temps.
Alors les garçons, Et les revivals aussi. voilà, et les revivals. Alors quelles sont les raisons de ces revivals? Il y a à boire et à manger là-dedans, et surtout à manger, je crois. Et quels sont les projets qui nous attendent prochainement dans ces catégories? Donc, Commençons par parler quand même du stress, l'angoisse que l'on vit tous à cause de ça. lequel? C'est cette peur de l'intégrale DVD que... Oh là 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 là, incroyable. Est-ce que je l'ai bien fait? Oui, tu l'as bien Ouais. fait. Ah, merci. Donc, il mérite un Oscar. Et ouais, effectivement. L'intégrale de 24 heures chrono, mon intégrale de X-Files aujourd'hui est obsolète face à ces nouvelles saisons qui sont arrivées. Je pense qu'effectivement c'est un des c'est un des coups bas les plus graves de ce système, quoi. Et à quel prix? Puisque les nouvelles saisons ne sont pas si À quel indispensables. prix? Généralement 25 euros. Ouais, ça dépend. Ouais, si c'est une nouvelle, c'est plus aux 50. Hein. Enfin, là, on s'éloigne aussi du sujet. Donc, Seb, le dernier exemple, justement, dans cette catégorie que tu as vu et qui t'est retourné l'estomac. Ah, ouais, alors maintenant, c'est pas juste un. Il y a des remakes de séries télé, comme par exemple MacGyver, qu'ils ont fait revenir. Ouais. Pour faire revenir MacGyver, ils ont quand même décidé de se moquer de MacGyver. Donc, dans ce cas-là, mec, fais pas MacGyver. Mais il y a aussi les remakes de films. Donc, c'est des films qui deviennent des séries. Ouais. Parfois, ça a du sens. Parfois, beaucoup moins. Par exemple, quand tu fais un truc genre Training Day, qui a envie de voir Training Day en série, en sachant que ça se déroule sur une journée? Ouais. Eh ben, personne. À part ça, en fait, ils utilisent des marques. Fondamentalement, c'est pour vendre le truc, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et le problème, bah, c'est qu'ils font un petit peu n'importe quoi. Hein. Je l'avais mentionné la dernière fois, donc que pour Training Day, ils avaient inversé les rôles. C'est-à-dire que dans le film, c'est Denzel Washington qui est le flic corrompu, Ouais. donc le bad guy. Mais là, cette fois, parce que tu sais, on vit dans une époque où faut faire très attention, il faut être politiquement correct, etc. Mhm. Du coup, le flic corrompu devient blanc et le flic gentil, il devient noir. Tu vois, Ouais. comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà. Ils se sont mis. Et Plutôt bien. il y a tellement pas de risque du coup que personne ne regarde la série. Ouais, probablement. J'ai pas regardé les audiences, mais à mon avis, ce sera vite annulé. Je sais pas pourquoi ça durerait. Mhm. Sinon, j'avais mentionné dans la première émission, j'avais mentionné L'Arme Fatale, que je trouve assez sympathique, mais qui a un très gros souci. Ça ne devrait pas s'appeler L'Arme Fatale, Ouais. tout simplement. En fait, ils ont juste repris le concept de deux flics, dont un qui est Suicidaire. borderline, Ouais. voilà, suicidaire, etc. Et c'est à peu près tout, quoi. C'est-à-dire que c'est juste un cop show comme un autre. Je trouve ça super sympathique, tout ce que tu veux. Mais le simple fait de ramener au bout de 15 épisodes Léo Gates, moi j'ai envie de dire que les mecs, vous en avez pas grand-chose à branler finalement de L'Arme Fatale. Ouais, surtout. Ils nous enculent avec leur rapport de série. Et c'est de quoi c'est très magnifique. Je crois que tu peux la faire à chaque enregistrement, elle va marcher à chaque fois. Ça devrait être un jingle. Exactement. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est ce que tu disais, c'est que ça reprend une marque la plupart de ces séries. Plus vendeur que de dire on va appeler ça, je sais pas moi, deux flics qui font des trucs à Los Angeles, quoi. Ouais. Ouais, surtout que le duo de flics un peu antagonistes qui vont devenir copains, c'est pas non plus un truc hyper original, donc pour le coup. Il y avait déjà eu une série que je considérais comme une adaptation non officielle de L'Arme Fatale. Je me souviens absolument plus comment ça s'appelle, mais c'était dans les années 90. Je regardais ça quand j'étais môme. Mais enfin, tu peux, le concept... Ah, attends, t'as dit Nantes? Nous, c'est 80, nous, c'est ça? En 90. Non, c'est 90, 90. 90, 90. Ouais, donc Nantes, c'est 80. Vous ne Tu parlez parles pas bien en Tu France. parles au cœur de toute façon. Donc, ouais, voilà, les remakes parfois n'ont absolument aucun sens. T'as parfois des séries qui parviennent à titre personnel, même si j'adore le film, à dépasser le film, à savoir Fargo, la saison 1, qui adapte le film des frères Cohen, qui est absolument brillantissime, et qui, à partir de la saison 2, devient quelque chose d'inédit, d'une création pure. Je trouve que c'est vraiment très cool. Mais grosso modo, ça peut arriver, donc des remakes de films qui deviennent des séries qui sont super intéressants. Mais
généralement, tu te dis pourquoi faire, c'est juste l'usage d'une marque, quoi. Bah, Bastien on avait évoqué aussi le cas pour Hannibal, pour Bates Motel, qui est, alors là pour le coup ça s'adapte de Psychose, qui quand même date de 1960, donc là Là, c'est encore, si je peux me permettre, un petit peu différent, c'est pas des remakes, c'est des suites préquels. ouais, c'est vrai que pour Bates Encore plus Motel compliqué. ouais, non c'est vrai, Tu t'as avais raison. mentionné, Bastien, l'exorciste et son magnifique cliffhanger. C'est ça le fameux twist de la série L'Exorciste, où en fait, à la base, Attention, attends, je fais le jingle spoiler. Spoiler, mais pas celui de la voiture. parce que donc, quand vous commencez la série L'Exorciste, vous pensez voir une pure invention et le film n'existe pas. Et au final, à la mi-saison, on découvre que le personnage de la maman, incarné par Gina Davis, est en fait la fameuse Réjeanne de l'exorciste original, qui a changé son nom de famille dans la série pour pas qu'on la reconnaisse. Pas con quand même, pas con. Et en fait, Pazuzu revient hanter ses enfants et elle à la fois, et ça part complètement Comme le requin dans Les Dents de la Mer 4. C'est ça. Ouais. Donc, C'est dans la bite. Enfin bon, parce que c'est pas limité, quoi. Ouais. Ce genre de série qui sert strictement à rien, comme la série Scream, ou pareil, on parle de la marque Scream, même le masque du tueur est totalement différent des films. C'est juste, tu reprends le côté slashers dans un lycée avec des jeunes qui connaissent les codes des films d'horreur, mais sinon c'est extrêmement différent et ça reste pourri dans les deux sens. et ça va pas très loin, c'est ça le problème, c'est que ça n'apporte quasiment rien. Je veux dire, la plupart du temps, c'est juste histoire de profiter du nom, de se faire du fric sur le dos d'une franchise qui est bien installée et basta quoi. Ça va pas beaucoup plus loin quoi. Et généralement, Il y a des cas plus intéressants comme pour Hannibal, la série, où pour le coup, t'as quand même Mads Mikkelsen qui en impose quand même en tant qu'acteur et qui donne quelque chose quand même au personnage d'Hannibal Lecter dans la série. Et pareil, là, ils essayent de réécrire du coup ce qu'on a déjà vu, surtout dans la dernière saison, où tu revois l'histoire du Dragon Rouge. Et pour le coup, c'est pas. Du coup, tu connais l'histoire, c'est pas original, mais c'est assez fait d'une manière différente, donc c'est assez intéressant à voir. Surtout que tu sens qu'il y avait un projet derrière toute la série, quoi. ouais. Et c'est dommage que toute la série a été stoppée, même si elle était un peu inégale, je trouve, au fil des saisons. Il y avait des passages plus ou moins bien, mais il y avait quand même eu un projet derrière qui était intéressant à suivre. Elle était visuellement très très fort. J'ai jamais été très fan d'Hannibal, je trouvais ça assez chiant. Mais visuellement, elle déboîtait. Et t'as des scènes où Lecter est en train de cuisiner, et je te jure que c'est les scènes les plus dégueulasses que j'ai vues à la télé, moi. Mais de toute façon, on voit qu'elle était quand même d'un autre niveau par rapport aux autres, c'est qu'elle a eu plusieurs saisons, alors que là, la plupart des séries dont on a parlé, ça dépassera rarement une, voire deux saisons. Et Hannibal, ils en ont fait combien, 4 ou 5, quelque chose comme ça? 4, 3. 3? Ah, bon, je pensais que c'était 4, donc bon. Et en fait, ils voulaient faire une quatrième qui allait reprendre Le Silence des Agneaux, mais problème de droit, donc c'était pas faisable. Ah, bon. Bah, comme quoi, finalement, la loi de l'argent a encore eu le dernier mot sur un projet Et qui... un autre truc qui était vachement bien dans Hannibal, c'était Mads Mikkelsen, comme l'a dit Bastien, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'essayer de copier Hopkins, et c'est vraiment ce qui apportait un gros plus à la série. Un peu comme Kane Crawford ne copie pas Mel Gibson dans le rôle de Riggs dans L'Arme Fatale. Je trouve que c'est au moins tu peux le reconnaître ça, quoi. Ouais, bah, les mecs ils savent qu'ils boxent pas dans la même catégorie. Enfin, pour Mads Mikkelsen, si, mais c'est juste qu'il a pas du tout le même physique qu'Anthony Hopkins et que donc il inspirera autre chose au spectateur. Mais voilà. Mais Bastien, je crois que tu as vu aussi par exemple la superbe adaptation en série télé de Une nuit en enfer. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu aussi ça. Ouais. Alors pareil, le début de la série, c'était la première saison, reprenait quasiment toutes les scènes mythiques du premier film. Pour au fil, quand ils ont rattrapé le premier film, ils ont été obligés d'inventer leur propre histoire. Et alors là, C'est parti en couille. déjà c'était n'importe quoi déjà quand ils reprenaient le film, mais en plus quand ils inventent leur propre mythologie, Ouais. ça devient du True Blood, mais en pire. Alors imaginez un peu ce que ça peut donner. J'ai pas été au-delà du premier épisode personnellement, et en sachant qu'il n'y aurait pas une scène de danse avec Salma Hayek, je me suis dit ça sert à rien que j'aille plus loin. Ouais, et qui aurait... Qui était fadasse au possible. Et puis bah oui, ma mère remplaçante de Salma Hayek, quand même, qui est fort jolie, n'y arrive pas à la cheville. Et je sais que ça ne mesure pas pourtant. Effectivement, elle n'est pas très haute. Ouais, et puis il n'y a pas Tom Savini non plus, je pense. Si, dans la troisième saison, ils font revenir certains acteurs. Oh putain, mais c'est pas possible. Si.
Quel, Mais pas dans le même rôle. quel scandale. Après, ce qui est intéressant des fois de reprendre les marques de films, c'est quand ils poursuivent au final ce qui n'a pas été fait au cinéma. Le cas Ash vs Evil Dead, par exemple. Voilà, quelque chose qui est une sorte de prolongement. C'est vrai que pour Ash vs Evil Dead, c'est vrai que on va dire que ça reprend un peu le thème et l'ambiance du troisième Evil Dead. Et le côté slapstick qu'on retrouvait surtout dans le 2. Et là, ils ont combiné les deux, et clairement, les mecs se font un plaisir qui est très très contagieux, je trouve, et qui transparaît à l'écran à chaque épisode. Les mecs vont dans le gore, ils vont dans le slapstick, dans le comique. Bruce Campbell, malgré ses il doit avoir 50 balais bien tassés, bien passés même, il est encore énorme dans le rôle de Ash, quoi. Et c'est vrai que la série est un plaisir de visionnage pour ceux qui déjà aimaient les films, quoi. C'est une sorte de prolongement intelligent qui ne révolutionne pas la série de films, mais en plus, a priori, ça va permettre de peut-être faire un 4e épisode au cinéma. Enfin, c'est toujours la rumeur qui traîne et qui revient dans chaque interview de Bruce Campbell. Mais vu le succès de la série actuellement, il est probable qu'un 4e épisode voit le jour au cinéma assez prochainement. Si le 4e voit le jour, est-ce que ce sera la suite de la série du coup? Parce que ça va devenir compliqué à regarder. Et ça, c'est la question, sachant que la série, c'est pas au niveau narratif qu'elle est brillante, quoi. L'histoire, un peu comme les films, hein, c'est pas des sommets d'écriture ou quoi que ce soit, mais on prend quand même un panard. Enfin, moi personnellement, je prends un panard monstre à regarder, surtout la saison 2 qui était encore bien plus trash que la première. Ouais, il y a une histoire de morgue. Ouais. Ceux qui ont vu comprendront ce que je veux dire par morgue, effectivement. Et ceux qui n'ont pas vu, je leur recommande au moins de voir cet épisode-là parce que c'est bien dégueulasse. Et avoir du coup l'expression avoir la tête dans le cul prend tout son sens lors de cette séquence. Donc voilà, donc Ash vs Evil Dead, vous pouvez y foncer, c'est bon. Enfin, moi je vous la conseille fortement. Bon, après on n'a pas parlé aussi de Twin Peaks qui donc revient cette année, 25 ans après la fin de la 2e saison. Le gros souci des revivals, c'est ce que je disais sur notre premier enregistrement, c'est que majoritairement ça n'a pas trop de sens de les faire. Je prenais l'exemple de 24 heures chrono qui avait une vraie fin, qui était naze, mais qui avait une vraie fin avec sa saison 8. Puis ils ont fait revenir la série pour une saison 9 et qui se terminait par un cliffhanger qui ensuite ne trouve jamais de résolution parce qu'ils font revenir la série qui s'appelle maintenant 24 Legacy et c'est plus les mêmes personnages et ça, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, reprenait en tout cas toute la construction de ce qu'étaient les dernières saisons de 24, à savoir une caricature. Et dans les 2 premiers épisodes, n'est pas mentionné le personnage de Jack Bauer. Donc je sais pas vraiment si ça va être fait plus tard, à mon avis oui. Oh bah oui, je pense aussi, ouais. Du coup, moi j'ai lâché l'affaire, de toute façon je n'irai pas plus loin parce que je m'en fous complètement. Mais le problème, voilà, c'est que tu avais une vraie fin de série et puis maintenant, tu te retrouves avec quelque chose qui n'a plus de fin. Prison Break, pareil, ils t'ont fait une fin qui était naze, mais ils le font revenir. Pourquoi? Comme pour les remakes, à mon avis, c'est la marque. Il y a un côté un peu nostalgie qui fait que les gens vont se dire tiens, je pense que ça va plaire aux gens qu'on fasse ça. Sauf que cette nouvelle saison, elle s'annonce quand même assez pourrie. Enfin, je veux dire, le mec est encore en prison, il faut le faire s'évader. Ouais. T'as T-Bag, par exemple, qui vient de sortir de prison, c'est ce qu'on voit dans les bandes annonces. Le mec, c'est un pédophile qui s'est évadé de prison. Je suis désolé, mais il sort pas de prison au bout de 5 ans. Ça n'a pas de sens. Ils vont sûrement trouver une explication complètement conne. Mais voilà, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on veut relancer absolument des séries sans vraiment se poser la question de savoir si ça avait du sens ou pas. Là, donc, vous citiez Twin Peaks. Ouais. Twin Peaks n'a pas eu de fin. Ramener Twin Peaks, pour moi, même si ça peut éventuellement être une catastrophe cette nouvelle saison, ça a du sens. Par exemple, ramener Deadwood à peu près une fois par an, quelqu'un nous dit que c'est officiel que c'est en écriture, mais que c'est pas officiel que c'est signé. Deadwood reviendrait, je ne dirais rien, malgré la possibilité que cette fin soit nulle, mais au moins ça donnerait la possibilité à David Milch d'offrir une vraie fin à la série ces personnages, qui a été annulée. Mais après, pour le cas Twin Peaks, c'est quand même pour l'instant le mystère complet autour de la série. C'est vrai. Lynch divulgue très peu d'infos et d'images.
Et du coup, on ne sait pas encore si on va assister à la douche froide. Le seul truc qu'on apprend sur la série actuellement, c'est qu'il y a à peu près un acteur qui y passe par semaine. Donc j'ai envie de dire que le casting, ils perdent un acteur à chaque fois. Dernièrement, c'était le docteur ou je ne sais quoi qui est mort, l'acteur qui faisait le docteur. Il y a eu Miguel Ferrer il n'y a pas longtemps. Oui, enfin voilà, c'est un peu les seules news qu'on a concernant la série. On a très peu d'images pour l'instant, et pourtant c'est prévu la diffusion pour avril, je crois, quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça fait partie des séries qui ont absolument pas besoin de promotion. Ils savent qu'il y aura du monde, au moins pour le premier épisode, quoi. Après. Comme on disait aussi, le problème de Twin Peaks, c'est que pour moi personnellement, la série se suffisait en elle-même. Et s'il n'y a pas eu c'est pas une vraie fin bouclée, mais ouais, c'est vrai qu'ils avaient. Et où ils voulaient en venir, et ce qui est le vrai propos de la série. Et même l'enquête pour moi est quasiment bouclée. Ah oui, l'enquête pour moi elle est finie aussi. Clairement, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur qui a tué Laura Palmer, mais c'était déjà même bouclé en début de saison 2. Et ils avaient relancé autre chose après, mais pour moi, effectivement, l'enquête c'était fini. C'est pas une fin fermée dans le sens classique du terme, mais le développement, c'était pas non plus. Tu voyais pas ce qu'ils allaient pouvoir faire encore pendant 50 saisons, quoi. D'ailleurs, on a très bien vu la baisse qualitative, même si il y a eu parce que Lynch aussi n'était plus là, ni Mark Frost. Il y a un ventre mou, dans la saison 2 à un moment, effectivement, ouais. Et ça repartait bien dans le final, effectivement, où ils avaient repris un peu les rênes du truc. Ouais, où Lynch repartait dans ses délires qui après, justement, prendront encore plus forme dans les films qu'il fera après. Et effectivement, il y a la saison 2 boucle en début, l'affaire Laura Palmer, après il y a une sorte de ventre mou et il repartait sur autre chose. Mais bon, voilà, après, est-ce que la nouvelle saison, de quoi est-ce qu'elle va parler, on n'en sait pas plus, quoi. Et l'autre truc un peu inquiétant, c'est genre le listing des acteurs de folie tout au long de la saison, comment il va falloir caser tout ça en 6 épisodes. Ouais, c'est clair qu'il y a 350 acteurs qui sont annoncés, effectivement. Donc c'est à voir, on est très fébrile, les fans de Twin Peaks sont très fébriles à surtout que Lynch, ça fait un petit moment qu'il a pas fait grand chose de vraiment correct. Le dernier film, Inland Empire, honnêtement, fallait se le farcir. J'aime pas Lynch, en fait. Moi je suis pas un grand fan de Lynch, mais Lost Highway j'aime beaucoup quand même. Mulholland Drive, c'est quand même un trip très sympa, mais Inland Empire c'était quand même fallait le bouffer, quoi. Fallait vraiment le digérer, celui-là. Mais bon, on s'écarte du sujet principal. Mais Twin Peaks, c'est quand même une attente. De toute façon, on n'a pas vu une attente aussi importante depuis le revival de Heroes, qui a quand même été aussi le sommet de l'attente. Je croyais que tu allais parler d'X-Files. Il n'a aucun intérêt de revenir, qu'il y avait une perte qualitative saison après saison, alors que la première saison était déjà nulle. Ils sont allés loin, quoi. Non, je pensais que tu allais parler plutôt d'X-Files, qui là, pour le coup, effectivement, il y avait une attente qui s'était faite de façon tout à fait normale, mais et qui, pour le coup, a été plutôt une douche froide pour la majorité des fans, on va dire. On se souvient déjà plus trop de ce qui se passait dans ces épisodes. Non, ça n'a pas été... Ça prend en compte les films ou pas, en fait ? Bah ouais, quand même, ouais. De toute façon, la série les prenait déjà plus ou moins en compte, mais... Là, pour le coup... Mais en même temps, le deuxième film, là, c'était quoi, Régénération ou un truc comme ça ? Je sais même plus de quoi ça parlait. C'est par Scully et Mulder qui sont sur une barque ou un truc comme ça, et qui regardent en l'air et ça donne l'impression qu'ils sont en train de te faire un doigt. Grand moment de cinéma. Et franchement, on aurait préféré qu'ils le fassent. Mais non, là, pour le coup, je me souviens plus, donc je m'avancerai pas. Mais cette nouvelle fournée c'était quoi, 6 épisodes, c'était pas une franche réussite, et vu qu'ils en annoncent de nouveau pour peut-être pas pour la prochaine, pas pour 2018 mais peut-être 2019 je crois, j'ai envie de leur dire prenez votre temps les gars, c'est pas obligé, hein. Donc, on sent tellement le Chris Carter qui galère derrière et qui n'arrive plus à rien faire et qui est obligé de faire ça surtout. C'est vrai que Chris Carter il a quand même essayé de faire Millennium derrière, qui était, moi que j'ai trouvé que c'était vraiment une très grande série.
Après, tout ce qu'il a essayé de lancer, ça a été piteux, ça n'a jamais été plus loin qu'une saison. Et Archrealm, ça a fait 12 épisodes ou un truc comme ça. Puis en plus, c'était plus ou moins des spin-offs d'X-Files, c'était des personnages qui étaient dans X-Files qui ont eu leur propre série. Enfin, pas pour Archrealm, mais pour The Lone Gunman, c'était ça. Enfin, à chaque fois, ça s'est planté sévère, quoi. Donc Chris Carter, il a un peu le syndrome que a Sean Ryan maintenant. Tout ce qu'il fera après The Shield pour Sean Ryan, c'est quand même très compliqué, quoi. Ouais. Disons que quand t'as fait ton putain de chef-d'œuvre, C'est ça. difficile de passer derrière. C'est vrai que c'est difficile. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on en parlait de The Shield la dernière fois. On est tous très fans de The Shield. Il y a une news qui est tombée il y a pas longtemps, et donc ils nous font une petite remasterisation HD qui peut-être préfigure une sortie Blu-ray prochainement. Tant mieux, comme ça j'aurai 2 fois le coffret. Ouais, bah moi aussi. Il reprend une saison dans 10 ans, donc tu seras obligé de racheter le coffret. Ouais. Ils peuvent pas, c'est la meilleure fin de série au monde. Ah, là pour le coup, c'est vrai que difficile de refaire quelque chose après cette fin. Ouais. Ou alors, Si ouais. cette série arrête prématurément, j'ai envie de vous poser cette question surprenante, Vas-y. qui est si vous aviez une baguette magique là tout de suite et que vous pouviez Magique. susciter une série qui a été arrêtée trop tôt pour vous, quelle serait cette série que vous aimeriez voir revenir sur vos écrans? Maggie. Tu vas citer Alf, j'espère, Bastien. Non, j'attends votre réponse. Alors Seb, il paraît que tu as une petite nouveauté. Ouais, non, moi, comme j'ai dit, Deadwood, j'adorerais qu'il nous fasse enfin cette saison finale, ou en tout cas les 2 téléfilms qui nous sont vendus depuis quelques années, mais aussi et surtout Studio 60 de Aaron Sorkin qui a été annulé après une saison. C'était quand même absolument formidable, cette série sur les coulisses d'une émission de télé de variété à la SNL. J'adorerais retrouver cette série. Je plus sois parce que n'étant pas un fan absolu du travail d'Aaron Sorkin, c'est vrai que celle-ci c'est ce qui m'a le plus emballé dans tout ce qu'il a fait. Et j'avais été déçu du coup que ça ne soit pas reconduit. Bon. Ton choix. Ouais, bah personnellement, ma baguette magique pourrait me donner deux possibilités. Donc, la Caravane de l'étrange, Carnival en VO, pareil, qui a été arrêté au bout de 2 saisons par HBO parce qu'il y avait pas, le public ne suivait pas. Mais c'était vraiment une série prenante avec une ambiance très particulière et je pense que la qualité de la série c'était vraiment très original et qu'on n'a jamais, enfin moi j'ai jamais retrouvé ça après. Ça se passe pendant la Grande Dépression et puis on suit un cirque itinérant, donc il y a des freaks, il y a Clancy Brown qui fait un prêtre complètement illuminé et voilà, donc c'est en gros je peux résumer la série comme un combat entre le bien et le mal. Et la deuxième série dont j'aurais aimé voir un prolongement, c'était la série c'est David Milch aussi, hein, avec Michael Mann à la prod, c'était Luck qui se passait dans le milieu des courses hippiques. Et moi, j'ai essayé de pas regarder justement parce que ça avait été annulé. Et je recommande de faire. La première saison était vraiment, enfin moi j'avais trouvé qu'elle était pleine de qualité et ça a été comme un lapin fauché en plein vol. Pareil là, ils ont arrêté le truc au bout d'une saison et c'est con parce que c'était vraiment très intéressant et pareil l'ambiance était particulière, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, quoi. Donc voilà. Et toi Bastien? Alors moi, la série pareil que j'aimerais bien voir revenir, qui a été coupée au bout de 2 saisons sur HBO, c'était le cas de Rome, qui était donc une série précurseur de Game of Thrones dans le côté sens épique et très ambitieux, puisque d'ailleurs c'est ce qui a coûté la vie de la série, puisqu'elle a été arrêtée à cause de son budget pharaonique. Ouais, effectivement. Et les décors ont brûlé, si je me souviens bien, parce que c'était tourné à Cinecittà en Italie. Je crois que les décors ont brûlé, donc il a fallu tout reconstruire, donc ça n'aide pas, quoi. Et donc, pareil, la série pouvait se suffire à elle-même, mais aurait pu aussi continuer, parce que historiquement, ça a continué, et que la série mélangeait le côté histoire avec un grand H, et avec des personnages aussi de fiction qui étaient très intéressants. Ouais, c'est vrai que pour le coup là c'était vraiment une grande réussite dans la série aussi, c'était que tu apprenais des trucs en même temps, enfin ça te permettait de te mettre à jour un peu au niveau histoire et ouais les personnages de fiction étaient bien incorporés dedans, c'était la petite histoire qui rencontrait la grande et généralement ça donne des bons trucs ça. Donc voilà. Et en reboot de série, je verrais bien le retour de Jim Profi. Ah. Donald Trump à la présidence.
je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le personnage. Ça serait particulièrement pertinent et ouais, là pour le coup Profit ça n'a duré que 6 épisodes donc ouais, il y avait quelque chose à dire encore derrière, hein, clairement. Donc voilà. Et puis c'était interprété par notre ami Adrien Pasdar, le frangin Petrelli. Petrelli ou Petrelli, voilà. Dans Heroes. Ouais, voilà. Et je sais pas, mais on a quand même oublié de citer 2-3 séries qui nous tiennent particulièrement à cœur. J'ai un super moyen pour conclure, si on peut conclure. Vas-y. Parce qu'on a quand même été très critique envers tous ces reboots, remakes, revival, etc. Ouais. Mais on peut citer quand même 2 séries qui prouvent que c'est pas que du négatif, à savoir au niveau remake, même si j'ai tendance à penser qu'elle a tendance à être un peu une suite de la série originale. En tout cas, elle reprend la série originale pour en faire le passé de sa série. C'est Battlestar Galactica. Yeah. Grande série. Très grande série. Et ensuite, Revival, Doctor Who, qui est clairement en 2005 revenu pour être la suite de la série classique. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment un cas particulier, Doctor Who. C'est vrai que ça a eu plusieurs générations. Ouais, on a 53 ans maintenant, plus de 800 épisodes. Ça a pris, j'ai regardé les classiques, j'ai tout vu, ça a pris 16 mois. C'est 16 mois de ma vie que je ne reverrai plus jamais, mais ça valait le coup. Surtout pour le 4e Docteur, Tom Baker. Voilà. Donc voilà, tu vois, ces 2 séries-là prouvent quand même qu'on a beau être critique envers le truc, de temps en temps, il y a des gens vraiment concernés qui font les trucs parce qu'ils en ont envie, parce que c'est un besoin, que c'est pas juste se dire tiens, ça c'est une bonne marque, je vais l'utiliser et me faire du pognon là-dessus et on va avoir un succès facile. C'est vraiment des gens qui sont des auteurs et des créateurs et qui ont envie de donner quelque chose, et ça donne Battlestar Galactica ou Doctor Who. Je suis désolé, ça reste dans la science-fiction, mais c'est les 2 meilleurs exemples à mes yeux. Ah, pour Battlestar Galactica, tu es tout pardonné. Pour Doctor Who, je sais pas, je me suis jamais vraiment plongé dedans, mais je valide à 100% bien entendu pour Battlestar Galactica, qui est une des plus grandes séries, je ne le dirai jamais assez. Sur le cas Galactica, ce qui a été très intelligent chez Ronald D. Moore, c'était d'avoir inscrit du coup le contexte de notre époque à la série en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand j'en ai parlé, La Caravane de l'étrange, c'était également coécrit par Ronald D. Moore, donc qui était derrière Battlestar Galactica après. Donc voilà. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire pour moi. Donc messieurs, oui, l'émission est bientôt bouclée aussi. Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, peut-être ? Moi j'ai trouvé une bonne conclusion, donc je suis content. D'accord, donc tu as conclu, très bien. Donc je vais vous poser une petite question comme ça. Je vais vous prendre à brûle pour point, comme on dit chez nous. Vous allez me donner le meilleur film dont le titre comporte une couleur. Jackie Brown. Oh le... Comme ça, tranquille. Je me souviens plus de ta réponse en même temps. Moi j'avais dit la ligne verte. Ah bah je vais vous dire la ligne rouge alors. Ah mais moi c'était la mienne, la ligne rouge. C'est bien niqué là, Tony. Ah oui, mais on n'avait pas dit le grand bleu ? Oui. Non, je déconne, bien entendu. Bien entendu, on déconne. Jamais de la vie on dira le grand bleu. Ouais, bah du coup, très bien. Vous le prenez comme ça. Bah, je vais vous donner... Alors cette semaine, les gars, on a eu la Saint-Valentin. Donc vous allez tout de suite me donner votre film idéal pour la Saint-Valentin. Et la mort, c'était la morée. Ah, joli. Je dirais Blue Valentine du réalisateur préféré de Seb. Ouais. Je ne saurais plus prononcer ce nom, Serek. Sian France ou un truc comme ça là, c'est ça ? Très bien. Moi j'appelle le mec chiant. Et bah personnellement, je vous aurais donné... Ouais, vas-y, Bastien, tu disais ? Donc là, pour le coup, c'est un film en même temps bien déprimant pour la Saint-Valentin quand même. Mais, Ouais, enfin, De la Morte et de la Morée n'est pas non plus un film très Prosper Youpla Boom. Hein. Ouais, mais il y a des seins. Ouais, et puis ceux d'Anna Falchi en plus, hein, qui sont... voilà. Et bah, personnellement, je vous aurais donné Méprise multiple, qu'on connaît sous le nom de Chasing Amy en VO de Kevin Smith. Mais voilà, ça c'est mon petit bonbon, ça. 50 nuances degrés alors, hein, si on va par là. Du vrai romantisme. Oui, c'est vrai que Du grand cinéma. il y a un petit cœur qui bat derrière ces coups de fouet.
Ouais. En même temps, personnellement, cette année pour la Saint-Valentin, j'ai regardé Mel Gibson, donc Ah. les choix des films à la Saint-Valentin ne veulent rien dire. Ah bah moi aussi j'ai regardé un film plein d'amour, c'était PSG Barcelone. Mais bon bref, on s'éloigne du truc. Bon messieurs, vous avez quelque chose à rajouter ou on conclut l'histoire? On peut conclure. On peut conclure. Eh bien écoutez, au revoir Seb. Bah, au revoir, à la prochaine. Dans Ah deux non. jours, normalement. J'ai quand même oublié de vous demander votre degré de mauvaise foi pendant l'émission les garçons. Alors Bastien? Je dirais sur celle-ci 50%. Après, je laisse du coup soin aux auditeurs De choisir. Je penchais de quel côté. D'accord. Et toi Seb? De 10 à 90, dépendant du sujet qu'on évoquait. D'accord. Bah, je t'ai senti un peu de mauvaise foi sur le sujet du Mel Gibson, mais quand t'as dit que t'aimais pas trop Ah la... non, je suis à 10% là. Ah, C'est bon. juste la partie Dieu qui me pose un petit problème. Ah, Et la d'accord. par ça, Très bien. Bon bah écoutez, bah, pour moi c'est toujours 0%, la mauvaise foi je ne connais pas. Donc bah écoutez, sur ce, au revoir, merci à tous de nous écouter. On a fait de notre mieux pour cette deuxième, pour ce deuxième épisode, on a eu quelques je pense qu'on a soucis. fait plus long. Voilà. Et bah, on se dit à très bientôt et portez-vous bien d'ici là. Ciao. Mais Il y a eu un bug. on a perdu quelqu'un? Oui, on a perdu Seb. Seb? Ah, quelle blague! Sébastien? Ah oui, effectivement, il est out. Alors comment on fait? Alors j'appuie sur pause. Ouais, on est reparti.